Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous accompagner aujourd'hui à notre webinaire d'espagnol. En fait, c'est une introduction à la langue espagnole, à la culture hispanophone. Et c'est un aperçu aussi à l'offre des cours de la formation linguistique non créditée. Ça, c'est l'espagnol dans le monde. Ça, c'est indique la quantité de personnes qui parlent espagnol, par exemple au Mexique, 114 millions de personnes, plus de 50 millions aux États-Unis, un peu plus de 1 million au Canada. C'est la langue officielle de nombreux pays et États. Et l'espagnol, c'est la langue aussi la plus parlée dans l'Amérique. Donc, dans le contexte de l'accord des États-Unis, Canada et Mexique, et c'est important de signaler ça pour alimenter aussi le contenu du webinaire. Alors, quels sont les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui? Brièvement, le vocabulaire de base, l'accentuation et prononciation, l'aspect de la culture et aussi la préparation d'un voyage. Avec les mots que vous avez écrits aussi et d'autres mots qu'on voit sur l'écran, on peut comprendre qu'il y a des mots qui sont très similaires avec les mots en français. Donc, je me permets de lire, par exemple, quelques-uns et vous pouvez aussi écrire sur le chat ou sur le clavardage quels sont les mots que vous reconnaissez en français. Donc, je lis paella, flamenco, hospital, euh, elefante, hôtel, chocolate, garrote, churros, photo, cathédrale, théâtre. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des similitudes avec le français et aussi parce qu'on peut vite apprendre quelques règles de base pour l'espagnol. Par exemple, si les mots ça finissent en consonne, on va mettre le poids de l'accent dans la dernière syllabe. Par exemple, hospital ou par exemple cathédrale. Bon, je fais plus d'emphasis sur la dernière syllabe. Et par exemple, si ça finit en voyelle, on va mettre le poids de l'accent sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, garrote ou photo. Okay. Donc, facilement, on peut voir des règles que la plupart du temps fonctionnent avec les mots en espagnol. C'est sûr qu'il y a des exceptions on va prendre ça au fur et à mesure qu'on avance sur la formation. Par exemple, si on voit clairement l'accent comme café, donc on va aller directement sur la syllabe, se trouve l'accent café. Il y a de nombreux points communs avec le français et ça peut faciliter l'apprentissage de l'espagnol. Entre autres, ce sont des langues latines. L'alphabet, on a pratiquement les mêmes lettres de l'alphabet, sauf la lettre N, qui s'équivaut à la GN en français comme montagne. Aussi, la conjugaison, il y a des premières personnes, des personnes, il y a des pronoms, donc les structures, au niveau de la structure, c'est similaire. Et il y a aussi, par exemple, les formes du passé. Par exemple, assez courant, les passés simples. On a aussi les passés composés. Ça, c'est important aussi parce que il y a des pays où on utilise beaucoup la forme du passé, du temps du passé composé, et d'autres, par exemple, à l'Amérique du Sud, plusieurs pays utilisent la forme simple du passé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte si vous allez approfondir dans l'étude espagnole. Alors, vous allez faire votre choix. Est-ce que vous allez rester en Espagne? Donc là, c'est plus de focus sur le passé composé. Si vous allez, par exemple, au Venezuela, vous allez utiliser le passé simple. Bon, au niveau de l'accentuation et la prononciation, donc, on a vu le fait de l'accentuation. Si ça finit en consonne, on va mettre le focus sur le poids de l'accent sur la dernière syllabe, hospital. Et par exemple, si ça finit voyelle, on va mettre le poids de l'accent sur la avant-dernière
syllabes. Par exemple, cerveza. Il y a aussi, pendant qu'on fait l'étude en espagnol, on discute beaucoup, on parle beaucoup de cas de prononciation. Par exemple, la lettre G ou G comme Gaston, si elle est suivie de UE, donc la U ne se prononce. Et ça on ne va pas faire la prononciation de la U. Par exemple, on va, au lieu de dire Miguel, on va dire Miguel. Et donc, c'est comme si la U n'existait pas. Donc, il y a plusieurs cas comme ça qu'on on va discuter dans la formation. Par rapport au féminin, au masculin, en espagnol, si ça finit en A, probablement est féminin. Donc, casa, maison, casa. Ou si ça finit en O, carro, voiture, carro, c'est masculin. Toujours avec des exceptions, mais la plupart du temps, c'est comme ça. C'est important la connaissance de base que vous avez des mots en espagnol, parce qu'à partir de là, on va comme ajouter des verbes, et on va ajouter des mots interrogatifs qui vont nous permettre à construire des petits dialogues avec les médecins, des dialogues à l'aéroport, les dialogues dans une réunion de travail ou des dialogues au niveau du voyage. Donc, ce sont des mots interrogatifs. ¿Qué, dónde, cómo, por qué, en qué? ¿Qué, c'est quoi, dónde, c'est où, comment, pourquoi, en quoi? Donc, ce sont des mots interrogatifs typiques en espagnol et en français aussi qui ils vont nous aider à parler. Les mots de salutation, par exemple, ¿qué tal? Hola, c'est comme ça va. Alors, par rapport au verbe, donc, je reviens au fait de connaître les mots. Dans les premières semaines de formation, on va travailler à peu près 300 mots au niveau de la prononciation. Donc, après, on va continuer pendant la formation à identifier à peu près 600 mots de vocabulaire. Mais on va s'aider avec les verbes. Les verbes, en dizaine de verbes, ils vont nous permettre d'avoir une conversation préliminaire ou une première conversation en espagnol. Par exemple, le verbe querer, c'est très utilisé au niveau du voyage ou de rencontre avec les amis. Et querer, vouloir. Yo quiero un café. Je veux un café. Et il y a une forme plus polie que c'est quisiera, je voudrais un café, je quisiera un café. Par rapport aux d'autres verbes essentiels, c'est par exemple ser et estar. C'est assez particulier parce qu'il y a un seul verbe en français que c'est être. Par contre, il y a deux verbes en espagnol. Quand on va utiliser ser ou estar aussi, on va pratiquer beaucoup ça. On va faire appel à la temporalité, c'est-à-dire si c'est en situation permanente, on va dire yo soy de Montréal, je suis de Montréal. Ou si c'est en situation temporaire, par exemple, au niveau d'une émotion, une maladie, on va dire bon, je suis malade, mais on va dire en espagnol yo estoy enfermo. Donc, la plupart du temps, ça va marcher au moins. Dans un premier temps, on peut savoir comment on va utiliser ser et estar. Alors, il y a des aspects culturels aussi qui sont liés à la langue espagnole. Donc, par exemple, j'ai mis l'exemple de Mexique, el Día de los Muertos. C'est un événement spécial au Mexique. Donc, il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. Il y a le film Coco qui parle de ça. Et ça montre aussi tout le patrimoine culturel du Mexique. On va aussi aborder l'art local de différents pays. Par exemple, Frida Kahlo, elle est très connue ici au Québec avec les événements d'inversion qu'on fait ici. Il y a d'autres aussi manifestations de l'art local. Par rapport aux plats typiques aussi, on va comme aborder ou définir les plats typiques de plusieurs pays. Donc, par exemple, la fabada en Espagne. Par rapport à la musique aussi, on revient au Mexique, par exemple, Natalia Lafourcade, donc plus
1000 millions de visionnements sur YouTube. Donc ça apporte beaucoup d'informations au niveau culturel, musical. Par d'autres choses, par exemple, la médecine typique, traditionnelle, on peut parler de, par exemple, La Paz en Bolivie, où il y a beaucoup de connaissances de plusieurs maladies qui sont traitées avec des plantes. Donc, il y a une culture autochtone très répandue là-bas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe pour vivre à La Paz seulement pour se soigner au niveau des plantes médicinales. Pour le voyage, donc ça c'est, bon, selon ce qu'on a vu dans le chat, c'est un des thèmes les plus désirés, parler de ça. Le fait de vous voyez ou tutoyer à une personne, si c'est dans un cadre professionnel, probablement on va utiliser le vous voyez, on va vous voyez à la personne. Et si c'est, par exemple, au niveau de vêtements, ça, c'est bien sûr à la plage, les vêtements, ça va être différent que dans les centres-villes, probablement. Ça, il faut connaître un peu la ville. Connaître une personne qui va vous recevoir à l'aéroport, ça, c'est une recommandation que je vous donne à tous. C'est très important, ça dépend de la ville, avoir une connaissance pour que la personne puisse vous recevoir à l'aéroport et vous donner tous les tips, toutes les recommandations de départ. Donc, aussi, c'est quelque chose que nous, on attend, nous, des fois, quand on va voyager, que la personne il nous attend à l'aéroport. Donc, ça, c'est important. Il y a des codes aussi culturels, il faut se renseigner par rapport à l'alimentation aussi. Après, il y a aussi voyager avec un guide. Ça arrive souvent, ça dépend de la ville, que si c'est pour une question de travail, les gens ils vont vous assigner un guide pour les premiers jours, pour connaître toute la modalité, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des transports, au niveau de l'alimentation. Bon, maintenant, je vous laisse en compagnie de Pascal Bergeron, ma collègue Pascal de l'UQAM, qui va aborder cette approche avec vous. Merci beaucoup, Hector, Merci. pour ces informations. Je dois dire que ça me donne, moi, le goût de m'inscrire à des cours d'espagnol et d'en savoir plus, de vous entendre parler la langue. Ça m'a fait comprendre à quel point je suis néophyte, donc j'encourage les gens à s'y inscrire. Donc, de façon générale, je vous dirais que l'approche pédagogique qui est privilégiée aux formations linguistiques, elle est clairement explicitée ici. Donc, on travaille à la fois l'aspect grammatical, le lexique. Il y a bien entendu des séquences où les étudiants, les participants ont des pratiques orales entre eux, avec l'enseignant également. Ça se traduit par des mises en situation et diverses activités pédagogiques variées. Donc, c'est vraiment ce qu'on privilégie ici aux formations linguistiques. Et de façon générale, dans chaque cours qui est offert, vous constaterez que les enseignants prennent toujours la peine de valider avec vous quels sont vos besoins, vos attentes pour tenter justement de s'arrimer à votre réalité terrain et d'ajuster ou à tout le moins vous accorder une attention particulière sur des préoccupations que vous avez. Donc, en conclusion, je tiens à vous remercier, toute l'équipe, Hector, mes collègues Joël, Oula, Maxime qui est derrière la caméra, tous les participants présents. Et je vous rappelle que la période d'inscription est ouverte pour la période de l'hiver. Donc, on a une session qui débutera le 19 février pour se terminer à la fin d'avril. Et à ce titre-là, donc, si vous avez une curiosité, je vous invite à parcourir le site web dont vous avez l'adresse ici, flnc.ucam.ca. Alors, il y a bien entendu les cours proposés par Hector. On a le cours espagnol 1, espagnol 2 et nouvellement ajouté à la programmation cet hiver, les ateliers d'espagnol. Alors, en guise de précision, de façon générale, nos cours sont d'une durée de 25 heures, à raison de 2 heures et demie par semaine, mais pour s'ajuster aussi à des besoins spécifiques de gens qui ont envie d'apprendre rapidement, on a créé quelques
quelques ateliers, dont l'atelier sur le voyage pour l'espagnol. Et en 9 heures, en fait, vous allez faire un tour d'horizon très rapide sur des notions de base pour à tout le moins vous débarquer ou vous débrouiller lorsque vous serez en situation de voyage. Alors, je vous invite à explorer tout ça là, sur le site web et bien entendu, on sera heureux de vous répondre par courriel si vous avez des questions à ce propos-là. Alors, je vous remercie infiniment.